T'es-tu déjà rendu compte à quel point les maisons d'autrefois sentaient toujours le propre, brillaient et où tout était impeccable? Sans avoir de femme de ménage, sans produits hors de prix et sans s'embêter autant? Et aujourd'hui, avec tous les produits chimiques et les appareils modernes, il y a quand même des maisons qui sentent bizarre, avec des tâches impossibles et des recoins oubliés? Il est temps d'être brutalement honnête. Nous sommes en train de perdre les secrets de nettoyage que nos grands-mères ont utilisés toute leur vie et qui fonctionnent vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer 11 techniques que très peu de gens connaissent, que certains qualifieraient même de bizarres ou de démodées, mais qui laissent la maison impeccable. Et je parie qu'il y en a plus d'une que tu n'as jamais entendue. Ma préférée est la numéro 7, mais j'aimerais connaître la tienne en commentaire. On commence. Première technique, l'eau de riz pour nettoyer les vitres. As-tu déjà eu l'impression que, peu importe combien tu frottes les vitres, il reste toujours ces vilaines traces, ces traînées grasses ou ces lignes qui apparaissent quand le soleil tape dessus? Eh bien, je vais te raconter une astuce que les grands-mères utilisaient et que très peu de personnes connaissent aujourd'hui, l'eau de riz. Oui, comme tu l'entends. Cette eau blanche qui reste quand tu rinces le riz avant de le cuire. Beaucoup la jettent sans savoir le pouvoir nettoyant qu'elle possède. Il se trouve que l'amidon naturel du riz se dissout dans l'eau en le rinçant, et ce liquide a des propriétés dégraissantes et anti-poussière. Avant, elle recueillait cette eau dans un récipient, la laissait reposer quelques minutes pour que l'amidon se concentre bien, puis, avec un chiffon doux ou en coton, elle l'appliquait sur les vitres. Pas besoin de nettoyant chimique du supermarché, ni d'aérosol cher, ni de lingettes humides. Juste de l'eau de riz. La bonne façon de le faire, c'est de prendre un chiffon propre, de bien l'imbiber d'eau de riz tiède et de commencer à frotter en cercle sur la vitre. D'abord sur les zones les plus sales, surtout là où s'accumulent les traces de doigts, éclaboussures de cuisine ou poussière incrustée. Ce qui est incroyable, c'est qu'en passant le chiffon, la saleté se décolle facilement car l'amidon agit comme un film nettoyant qui capte la graisse et la crasse. Ensuite, avec un autre chiffon propre et sec, on repasse pour sécher et faire briller. Et voici la meilleure partie. Quand le soleil tape dessus, il ne reste ni traces, ni lignes, ni ces ombres agaçantes qui apparaissent habituellement en séchant un nettoyant classique. Les vitres deviennent totalement transparentes, comme neuves. Et comme l'amidon laisse une fine couche protectrice, cela repousse aussi la poussière et les taches plus longtemps. Autrement dit, ça nettoie et ça garde les vitres propres plus longtemps. Les grands-mères l'utilisaient pour les fenêtres, les miroirs, les vitrines des buffets et même pour les grosses lunettes de la maison. Car en plus d'être efficace, c'est naturel, ça n'irrite pas la peau, ça n'a pas d'odeur forte et ça réutilise quelque chose qu'on jette habituellement. Et je te garantis que si tu essaies ce truc une fois, tu ne dépenseras plus jamais d'argent dans ces produits chers qui promettent beaucoup et font si peu. Une technique maison, ancienne et puissante que personne ne te raconte. Prêt à essayer? Deuxième, épluchure de pommes de terre pour faire briller les couverts. Savais-tu qu'avant, il n'existait pas ces produits pour métaux ni ces pâtes chères pour redonner de l'éclat aux couverts? Et pourtant, quand tu allais chez grand-mère, les cuillères, couteaux et fourchettes brillaient comme neufs. Ce n'était ni de la magie, ni de la chance. Juste de l'astuce, de la patience, et des épluchures de pommes de terre. Oui, ces mêmes pelures qu'on jette aujourd'hui sans réfléchir. Il se trouve que la peau de pomme de terre a des propriétés naturelles qui agissent comme un brillant et un dégraissant doux pour les métaux, notamment l'acier inoxydable et l'argent. Elle contient des antioxydants, des minéraux et une texture qui permet de nettoyer sans rayer. C'est l'un de ces trucs transmis de génération en génération et que très peu de gens connaissent aujourd'hui. Je t'explique comment elle faisait. Chaque fois qu'on épluchait des pommes de terre pour le déjeuner ou le dîner, les grands-mères gardaient les pelures les plus propres, sans terre ni coup. Pendant qu'elles cuisinaient ou après avoir mangé, elles s'installaient à la table avec un bol d'eau tiède et un chiffon. Elles prenaient les pelures et les utilisaient comme une éponge. Elles frottaient directement sur les couverts tachés, ternis ou avec des restes de graisse séchée. Et ce qui est curieux, c'est qu'elles n'utilisaient pas de déterge. La peau elle-même, en frottant, libérait une légère humidité chargée d'amidon et d'antioxydants qui commençait à décoller la saleté. En même temps, cette texture douce mais ferme aidait à polir sans rayer. Dès qu'elle voyait le couvert retrouver son éclat argenté, elle le rinçait à l'eau tiède, le séchait immédiatement avec un chiffon propre et voilà. Des couverts comme neufs. Cette méthode marchait particulièrement bien pour les vieux couverts qui, avec le temps, jaunissent ou se strient de marques sombres. Elle l'utilisait aussi pour les couvercles métalliques des sucriers, les petites cuillères à café, les grosses louches et même certains ornements en acier accrochés dans la cuisine. Et le meilleur, sans odeur chimique, sans abîmer le métal et sans laisser de résidus qu'on finit ensuite par mettre en bouche. Certaines grand-mères amélioraient même l'effet en laissant les pelures trempées dans de l'eau tiède avec un filet de vinaigre quelques minutes avant de les utiliser. Cela renforçait leur pouvoir dégraissant et aidait à neutraliser les odeurs. Et quand les couverts étaient très encrassés, elles combinaient les épluchures de pommes de terre avec du sel fin,
utilisant ce mélange comme un exfoliant naturel pour les métaux. Le plus impressionnant avec cette technique, c'est qu'en plus d'être efficace et écologique, elle est gratuite. Tu récupères quelque chose qui, autrement, finirait à la poubelle. Et si aujourd'hui tu regardes tes couverts et remarques qu'ils ont perdu leur éclat, qu'ils ont des taches séchées ou ce film terne laissé par la graisse, avant de penser à acheter un nettoyant ou à les remplacer, prends quelques pelures de pommes de terre et essaie. C'est presque thérapeutique de voir comment, avec un geste si simple, les cuillères et les fourchettes retrouvent leur éclat, comme dans les maisons d'autrefois. C'est ainsi que les grands-mères faisaient le ménage, sans employés, sans produits chimiques coûteux et sans perdre de temps, en utilisant simplement ce que la cuisine leur offrait. Troisième, le piège à vinaigre avec des sacs de pain pour éliminer les mauvaises odeurs. Cette astuce est tellement ancienne, tellement efficace et tellement ignorée de nos jours que presque plus personne ne la connaît. Les grands-mères l'utilisaient quand la cuisine s'imprégnait de cette forte odeur de friture, de poisson, d'oignon ou de graisse après un repas copieux. Aussi dans les salles de bain, quand il y avait de l'humidité ou une odeur étrange qui ne partait pas même avec du désodorisant d'intérieur. Et le plus curieux, c'est qu'elles n'utilisaient ni aérosol, ni ces diffuseurs modernes du supermarché. Elles utilisaient du vieux pain et du vinaigre. Aussi simple que ça, et aussi ingénieux. Je t'explique comment ça fonctionne. Le pain rassis, celui que plus personne ne veut manger parce qu'il est sec, dur, avec une croûte aussi dure que de la pierre, a une structure poreuse qui fonctionne comme une éponge naturelle. Et le vinaigre, qui est un désodorisant et bactéricide naturel, en imprégnant ce pain, s'évapore petit à petit en libérant ces vapeurs acides qui neutralisent les mauvaises odeurs de l'air, sans les masquer avec des parfums artificiels. Ce qu'on faisait avant, c'était de prendre un morceau de vieux pain, ça pouvait être un petit pain, un morceau de baguette, n'importe quel pain rassis, de bien l'imbiber de vinaigre blanc ordinaire et de le poser dans une petite assiette, un bol ou même directement sur un sachet en papier ouvert. On le plaçait dans la cuisine, dans un coin de la salle de bain ou près de la poubelle. Et pendant qu'il semblait ne rien se passer, ce pain imbibé commençait à absorber les molécules d'odeur et à libérer un léger parfum acide qui éliminait totalement la mauvaise odeur dans l'air. Et pourquoi est-ce mieux qu'un aérosol ou ces désodorisants pour la maison? Parce que ces derniers ne font que camoufler l'odeur avec du parfum. Le pain au vinaigre, lui, l'élimine à la source, en capturant les particules responsables de l'odeur et en purifiant l'air. Sans compter qu'il n'intoxique pas, ne laisse pas de résidus chimiques dans l'air et ne provoque pas d'allergie, contrairement à de nombreux désodorisants synthétiques. Un petit détail curieux, les grands-mères l'utilisaient aussi lorsqu'un œuf se cassait et que l'odeur restait dans la cuisine, ou lorsqu'il y avait de l'humidité stagnante dans une pièce. Même dans les armoires, elles plaçaient un petit morceau de pain avec du vinaigre dans une coupelle, et en quelques heures, les odeurs de linge rangé disparaissaient. Et elles ne s'arrêtaient pas là. Certaines mélangeaient le vinaigre avec quelques gouttes d'essence naturelle de citron ou de lavande et imbibaient le pain pour qu'en plus d'éliminer la mauvaise odeur, il laisse un parfum léger et naturel. Rien de ces parfums agressifs. Quelque chose de doux, propre et frais, comme l'odeur qu'avaient les maisons d'autrefois. Alors la prochaine fois que ta cuisine sent la friture, le réchauffer ou que ta salle de bain dégage cette odeur étrange qui ne part même pas en ouvrant la fenêtre, ne cours pas acheter un aérosol. Prends ce morceau de pain rassis qui allait finir à la poubelle, imbibe-le de vinaigre et laisse-le agir. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'air sera purifié et tu ressentiras cette fraîcheur simple et authentique qu'avaient les maisons de nos grands-mères. Parce qu'elles savaient comment garder une maison impeccable sans dépendre de personne ni de rien. Numéro 4. De la poudre de talc pour enlever les taches de graisse sur les tissus. Cette astuce fait partie de celles qui ne se transmettaient que dans la cuisine ou la buanderie de la maison, entre grand-mère, tante et maman, et que plus personne ne connaît aujourd'hui. Parce qu'avant, il n'y avait pas de détachants instantanés, ni de spray miracle, ni de machines avec des programmes spéciaux pour les taches de graisse. Ce qu'il y avait, c'était de l'ingéniosité, de la patience, et de la poudre de talc. Oui, du talc. Celui qu'on utilise pour les bébés ou pour garder les pieds au sec en été. Mais les grands-mères en avaient toujours sous la main, non seulement dans la salle de bain, mais aussi dans la cuisine, car elles savaient que c'était l'un des meilleurs absorbants naturels pour éliminer les taches de graisse sur les tissus. Et je ne parle pas seulement de graisse fraîchement tombée. Même pour des taches sèches, le talc faisait des merveilles. Je vais te dire comment elle s'y prenait. Quand une goutte d'huile tombait sur une chemise, une éclaboussure de beurre sur une jupe ou qu'une nappe se retrouvait tachée de graisse du rôti ou du ragoût, elle ne paniquait pas et ne mettait pas tout de suite au lavage. La première chose à faire, c'était d'agir vite avec du talc. Elle prenait le flacon, recouvrait complètement la tache avec une bonne couche de poudre pour bien la masquer, comme un petit monticule blanc sur le tissu, et laissait agir. L'idéal était d'attendre au moins 1 heure. Car pendant ce temps, le talc commençait à absorber la graisse depuis les fibres du tissu. Comme il est très fin et sec, il pénètre dans la matière et capture l'huile, comme une micro-éponge. Plus on laissait agir, meilleur était le résultat. Certaines grand-mères,
Si la tâche était vraiment tenace ou étendue, laissez le talc toute la nuit. Ensuite, avec une brosse à poils souple ou même avec une serviette sèche, elle brossait délicatement la zone pour retirer le talc. Et c'est là que la magie opérait. Avec la poudre blanche partait aussi la graisse. Dans de nombreux cas, la tache disparaissait sans laisser de traces. S'il restait un léger halo, il suffisait de laver le vêtement normalement et après le lavage, il ne restait plus rien. Cette astuce était si efficace qu'elle l'utilisait aussi sur les canapés, coussins, tapis et rideaux. Quand une tache d'huile tombait sur une chaise ou sur le canapé du salon, la première chose à faire, c'était saupoudrer du talc, laisser absorber et ensuite brosser ou aspirer. Pas besoin de changer le tissu ni de faire appel à un service de nettoyage. Et en plus, ça ne servait pas qu'à la graisse de cuisine. Ça marchait aussi pour les taches de crème, de maquillage gras, de beurre ou de toute autre substance huileuse pouvant abîmer un tissu délicat. Même sur des matières difficiles comme la soie, le lin ou le velours. Aujourd'hui, à une époque où tout se règle avec des produits coûteux et compliqués, ce truc au talc reste l'un des plus simples, économiques et efficaces qui soit. Un remède de grand-mère qui non seulement sauve une chemise ou une nappe, mais enseigne aussi une leçon importante, qu'avant, avec peu, on faisait beaucoup. Et que bien souvent, la solution se trouve juste là, dans un flacon oublié dans la salle de bain ou dans le placard. La prochaine fois que tu te tâches avec de la graisse, pas de panique, ne cours pas acheter un spray. Prends du talc, couvre bien la tache, patiente, et ensuite, raconte-moi. 5. Le glaçon pour retirer un chewing-gum collé sur les tapis. Cette astuce est l'un de ces sauve-qui-peut domestiques que toute maîtresse de maison devrait garder en mémoire, car quand ça arrive, c'est toujours à l'improviste et au pire moment. Un enfant laisse tomber un chewing-gum sur le tapis du salon, quelqu'un s'assoit dessus sans s'en rendre compte ou tu marches dessus dans la rue et tu l'amènes collé jusque sur le tapis sans t'en apercevoir. Et on pourrait croire que la seule solution est de découper le tissu ou de se résigner à vivre avec ce truc collant-là. Mais les grands-mères avaient leur méthode infaillible, et elles n'avaient besoin ni de produits chers, ni de techniques compliquées, juste d'un glaçon. Aussi simple que ça. Parce qu'un chewing-gum, quand il est mou et collant, est presque impossible à retirer. Il s'étire, s'accroche encore plus et finit par abîmer les fibres du tissu si tu essaies de l'arracher de force. Mais si tu le refroidis jusqu'à ce qu'il durcisse complètement, il devient cassant et perd sa capacité d'adhérence. Et c'est là qu'intervient la glace. Ce que faisaient nos grands-mères, c'était de prendre plusieurs glaçons et de les poser directement sur le chewing-gum, en le couvrant bien. Si la glace fondait trop vite, elles utilisaient un sachet plastique rempli de glaçons pour le maintenir au contact sans mouiller le tapis. L'important, c'était de le laisser assez longtemps pour que le chewing-gum durcisse au point de devenir aussi rigide qu'une pierre. Une fois bien dur, avec un couteau non tranchant, une spatule ou même une vieille carte plastique, elle soulevait délicatement le chewing-gum, en le décollant des fibres sans les casser ni laisser de résidus. Dans la plupart des cas, il se détachait en un seul morceau solide. Et s'il restait un petit résidu, elle répétait le processus ou l'enlevait avec les ongles ou le bord d'une cuillère. Et pourquoi ça fonctionnait aussi bien ? Parce que le froid extrême provoque la contraction des particules du chewing-gum, durcissant sa texture et réduisant son adhérence au tissu. C'est le même principe que celui des sprays givrants industriels pour retirer la colle, mais sans dépenser un sou et sans abîmer le textile. Cette astuce n'était pas réservée qu'au tapis. On l'utilisait aussi sur les rideaux, les canapés, les vêtements, les sièges de voiture et même dans les cheveux quand un enfant arrivait avec un chewing-gum emmêlé. Dans ce cas, elles appliquaient de la glace directement sur la mèche concernée, attendaient que ça durcisse et l'enlevaient petit à petit, sans avoir besoin de couper les cheveux. Et une autre astuce en plus, après avoir retiré le chewing-gum, s'il restait une tache grasse ou une ombre sur le tissu, les grands-mères saupoudraient du talc ou du bicarbonate sur la zone, laissaient agir un moment pour absorber le gras, puis brossaient. Ainsi, le tapis ou le tissu redevenait impeccable, comme si de rien n'était. Une astuce simple, maison, qui peut éviter bien des soucis et qui, même si peu de gens s'en souviennent, reste l'une des méthodes les plus efficaces qui soient. La prochaine fois que tu verras un chewing-gum collé là où il ne devrait pas être, ne panique pas, ne découpe pas, ne frotte pas dans tous les sens. File au congélateur, prends un glaçon et fais comme les grands-mères. Je te garantis que ça marche. 6e technique, nettoyer les stores avec une vieille chaussette. Cette astuce fait partie de celles qu'une fois essayées, on se demande comment on a pu vivre toutes ces années à nettoyer les stores autrement. Soyons honnêtes, nettoyer les stores est l'une de ces corvées domestiques que personne n'a envie de faire. Ils se couvrent de poussière, de graisse, de saleté incrustée, et chaque lame est un véritable piège à crasse. Utiliser un chiffon lâche et pénible, ça ne va pas bien dans les coins, et on finit par remettre plus de poussière dans l'air qu'on en retire vraiment. Mais les grands-mères, qui n'avaient ni le temps de perdre ni de domestique pour le faire à leur place, réglaient ce problème avec quelque chose d'aussi simple qu'efficace, une vieille chaussette. Et pas n'importe quelle chaussette, ces chaussettes en coton toutes détendues, pleines de bouloches,
que plus personne ne veut porter parce qu'elles sont moches. Pour elles, ces chaussettes étaient des outils de nettoyage parfaits, notamment pour les stores. Car en enfilant la chaussette sur la main comme un gant, on obtenait deux avantages, un contrôle total sur les mouvements et un accès complet aux deux côtés de chaque lame en même temps. La méthode était la suivante, on humidifiait légèrement la chaussette avec de l'eau tiède. S'il y avait de la graisse ou de la crasse incrustée, on ajoutait quelques gouttes de vinaigre blanc ou de jus de citron à l'eau pour renforcer son pouvoir dégraissant. Ensuite, avec la main recouverte de la chaussette humide, on attrapait chaque lame du store comme en la pinçant entre les doigts, et on faisait glisser la main le long de toute la barre, piégeant la poussière et la saleté des deux côtés en un seul passage. Contrairement à un chiffon qui glisse et laisse souvent des zones sales, la chaussette épouse la forme des doigts, ce qui permet d'atteindre les bords, les angles et les recoins où la saleté s'accumule le plus. Et comme elle est légèrement humide, la poussière adhère au tissu au lieu de se remettre en suspension dans l'air. Résultat, des stores propres, sans poussière volante, et sans devoir les démonter ni déplacer les meubles. Quand la chaussette devenait trop sale, on la rinçait dans l'eau, on l'essorait bien et on continuait à nettoyer. Si la crasse était excessive, on pouvait avoir une deuxième chaussette propre de réserve. Et une fois le nettoyage terminé, ces vieilles chaussettes terminaient leur vie utile en héroïne silencieuse du ménage. Autre avantage, cette astuce ne se limitait pas aux stores en plastique. Elle fonctionnait aussi très bien sur les stores en bois, en métal et même sur ceux en tissu rigide. Et pas seulement à la maison. Aussi dans les bureaux, les cuisines professionnelles ou les vitrines de magasins. De plus, pour les stores particulièrement gras surtout dans les cuisines, les grands-mères préparaient un mélange d'eau tiède, de vinaigre et de quelques gouttes de déterge, imbibaient la chaussette dans ce mélange et le résultat était encore meilleur. Et pour couronner le tout, de nombreuses grand-mères utilisaient cette même astuce pour nettoyer les grilles d'aération, les pales de ventilateurs et les fentes des radiateurs. N'importe quel endroit où un chiffon normal n'arrivait pas à passer. Une astuce simple, pratique, économique et tellement efficace qu'une fois essayé, tu n'utiliseras plus jamais de chiffon lâche pour nettoyer les stores. Parce que les grands-mères savaient qu'avec un peu d'astuce, on nettoie plus vite, mieux et sans se compliquer. Aussi simple que ça. Numéro 7. Nettoyer les meubles en bois avec de la bière. Oui, de la bière. Cette astuce est une véritable relique domestique que très peu de gens connaissent aujourd'hui, mais qui, dans les maisons d'autrefois, était presque un rituel. Parce que les meubles en bois ne se nettoyaient pas avec des aérosols parfumés ni des cires commerciales. Non, les grands-mères faisaient avec ce qu'elles avaient sous la main, et l'un de leurs secrets les mieux gardés, c'était rien de moins que la bière. Oui, de la bière. Celle que les hommes buvaient à midi ou qui restait dans une bouteille ouverte après un repas de famille. Mais pour les grands-mères, la bière n'était pas qu'une boisson, c'était un brillant naturel pour les meubles en bois. Et je te garantis que ça marchait à merveille. Pourquoi ? Parce que la bière contient de l'orge, de la levure et des sucres naturels qui, au contact du bois, le nourrissent, éliminent les vieilles taches et lui redonnent cette brillance chaleureuse qu'il perd avec le temps et la poussière. De plus, elle possède une légère acidité qui aide à décoller les saletés en surface sans abîmer le vernis. La technique était très simple mais méticuleuse. D'abord, on veillait à utiliser de la bière à température ambiante, jamais froide. Car le froid pouvait endommager certains bois délicats ou laisser des traces d'humidité. Elle prenait un chiffon doux en coton, ses vieux t-shirts usés ou une vieille couche en tissu et l'humidifiait légèrement de bière. Il ne s'agissait pas d'imbiber le meuble, mais simplement d'humecter le tissu. Ensuite, elle frottait en mouvement circulaire sur la surface du bois, en insistant sur les zones ternes, tachées ou où la poussière s'était accumulée. L'effet était presque immédiat. Le bois commençait à retrouver cette brillance naturelle et cette teinte profonde qu'on ne voit que sur les meubles bien entretenus. Pour les vieilles taches, ces traces de verre ou éclaboussures qui sèchent et laissent une ombre sur le bois, les grands-mères humidifiaient un peu plus le chiffon de bière, le laissaient poser quelques minutes sur la tache puis frottaient délicatement. La bière délogeait la saleté et uniformisait la couleur du meuble. Et le meilleur, après avoir nettoyé toute la surface, elle passait un chiffon sec pour retirer l'excédent et faire briller. L'odeur de bière disparaissait rapidement, ne laissant que ce parfum de bois propre et naturel qu'avaient les maisons d'autrefois. Cette astuce s'utilisait sur les tables, les chaises, les commodes, les cadres de miroirs, les étagères et même sur les portes de placard. Particulièrement efficace sur les bois foncés ou vernis, mais elle fonctionnait aussi sur les bois clairs et bruts, à condition de l'appliquer avec précaution. Certaines grand-mères plus audacieuses amélioraient même le mélange, en ajoutant à la bière quelques gouttes de jus de citron ou un filet de vinaigre blanc pour renforcer son effet nettoyant et désinfectant. Mais le plus courant était de l'utiliser seule, telle qu'elle, et de faire confiance à sa capacité de redonner vie au meuble. Une astuce économique, naturelle, sans produits chimiques agressifs, qui en plus de nettoyer, nourrissait le bois et l'empêchait de se dessécher ou de se fissurer. Car les grands-mères savaient prendre soin de leurs affaires. Elles ne les remplaçaient pas tous les 2 ans, elles les conservaient impeccables pendant des décennies.
Et ce genre de secret en était la raison. Alors, si chez toi un meuble paraît terne, taché ou sans vie, avant de penser à le revernir ou à acheter des cires coûteuses, essaie ceci. Ouvre une bière à température ambiante, humidifie un chiffon propre et passe-le sur ce bois qui réclame de l'attention depuis un moment. Tu seras surpris. Et au passage, tu comprendras pourquoi avant, les maisons avaient une autre odeur et une autre lumière. Oui, écorce de citron et gros sel pour nettoyer les planches à découper. Cette astuce est un véritable trésor des anciennes cuisines, l'une de ces techniques transmises en silence, sans manuel ni vidéo, mais que les grands-mères connaissaient par cœur. Et cela a du sens, car avant il n'y avait pas de désinfectant du commerce, ni de spray antibactérien, ni de détergent spécialisé pour les planches à découper. Les planches étaient en bois massif, on les utilisait tous les jours pour la viande, le poulet, le poisson, les fruits et les légumes. Et avec le temps, elles accumulaient des taches, des odeurs fortes et des bactéries invisibles. Mais les grands-mères ne s'en formalisaient pas. Elles utilisaient des écorces de citron et du gros sel. Et non, ce n'était ni un caprice ni un remède improvisé. C'était de la pure sagesse ménagère. Parce que le citron est l'un des désinfectants naturels les plus puissants qui existent grâce à son acidité, qui élimine les germes, dégraisse et neutralise les odeurs. Et le gros sel agit comme un exfoliant naturel, capable de retirer les particules de nourriture incrustées, les graisses séchées et les taches en surface sans abîmer le bois. Le procédé était presque un rituel. Elle prenait un citron frais, le coupait en deux et saupoudrait une généreuse couche de gros sel sur la planche à découper. Pas du sel fin, car celui-ci se dissout trop vite. Le gros sel, au contraire, reste en surface et frotte la saleté plus efficacement. Puis, avec une moitié de citron, elle frottait énergiquement en mouvement circulaire, couvrant toute la planche. L'acidité du citron se mêlait au sel, formant une sorte de pâte nettoyante naturelle qui, au contact du bois, arrachait les résidus de graisse, les sucs de viande et les bactéries. Et pendant qu'elle frottait, le parfum frais du citron envahissait la cuisine, laissant cette sensation propre et naturelle qu'aucun désinfectant chimique n'égale. Le meilleur dans tout ça, c'est que cette technique ne se contentait pas de désinfecter. Elle éliminait aussi complètement les fortes odeurs laissées dans le bois après avoir coupé de l'oignon, de l'ail, du poisson ou de la viande crue. Parce que ces odeurs imprègnent les fibres de la planche, et même après lavage, elles persistent. Avec le citron et le sel, elles disparaissaient instantanément. Pour les taches anciennes ou les zones très incrustées, les grands-mères laissaient reposer le mélange de sel et de jus de citron sur la planche quelques minutes avant de frotter, permettant à l'acidité de pénétrer et d'éclaircir le bois. Et une fois le travail terminé, elles rinçaient à l'eau chaude et séchaient soigneusement avec un torchon propre pour éviter que l'humidité reste piégée dans la planche. Cette astuce non seulement redonnait à la planche un aspect propre et clair, mais prolongeait aussi sa durée de vie. Car en nettoyant avec des produits naturels, on évitait de dessécher ou de fissurer le bois, ce qui arrive avec des détergents agressifs ou des blanchissants. Et en prime, certaines grand-mères plus minutieuses appliquaient ensuite quelques gouttes d'huile végétale ou d'huile d'olive sur la planche sèche, en la frottant avec un chiffon pour hydrater le bois et le maintenir nourri, évitant ainsi qu'il ne se fissure ou ne se tache trop facilement. C'est ainsi qu'autrefois on prenait soin des ustensiles de cuisine, avec respect, avec tendresse et avec astuce. Parce qu'une planche en bois ne se jetait pas au bout de 2 ans. On la nettoyait, on la désinfectait et on la conservait comme neuve. Et si aujourd'hui tu veux retrouver cette propreté naturelle et ce parfum frais dans ta cuisine, ne cherche pas plus loin. Coupe un citron, prends une poignée de gros sel et fais comme le faisaient les grands-mères. Tu verras et tu sentiras la différence. 9e, la vapeur d'eau avec des feuilles d'eucalyptus pour désinfecter la salle de bain. C'est l'un de ces secrets qui combine sagesse, nature et un peu de patience, présent dans les maisons depuis des temps immémoriaux, mais que presque plus personne n'utilise aujourd'hui. Les salles de bain sont souvent des espaces compliqués. Humidité constante, mauvaise odeur, bactéries qui se cachent dans les coins et les fissures, et un nettoyage qui, bien souvent, ne suffit pas à éliminer tout cela complètement. Les grands-mères, elles, avaient une méthode simple, efficace et naturelle pour garder la salle de bain impeccable, désinfectée et avec un parfum frais qui ne vient pas de produits chimiques artificiels. Leur arme secrète, la vapeur d'eau avec des feuilles d'eucalyptus. Pourquoi l'eucalyptus? Parce que cette plante est un puissant désinfectant naturel, antibactérien et antifongique. Ces huiles essentielles sont capables d'éliminer les micro-organismes responsables des mauvaises odeurs et des maladies, tout en laissant un arôme frais et pénétrant qui purifie l'air ambiant. Mais les grands-mères n'utilisaient ni huiles essentielles coûteuses ni spray. Elles se servaient de feuilles fraîches ou séchées, faciles à trouver dans les jardins ou sur les marchés. La méthode est simple mais demande un peu de patience. D'abord, on fait bouillir de l'eau dans une casserole. Lorsqu'elle arrive à ébullition, on y ajoute une bonne poignée de feuilles d'eucalyptus. Les feuilles libèrent alors leurs huiles essentielles dans la vapeur qui s'élève.
Ensuite, on verse délicatement ce mélange l'eau bouillante et les feuilles dans un grand récipient résistant à la chaleur, comme un saladier ou un plat profond. On place ensuite ce bol dans la salle de bain, qui doit être complètement fermée, sans fenêtres ni portes ouvertes. C'est essentiel pour que la vapeur se concentre dans la pièce et agisse efficacement. On laisse le bol avec l'eau et les feuilles pendant 15 à 20 minutes, le temps que la vapeur imprègne toutes les surfaces, les coins, les carreaux et même l'air. Pendant que la vapeur emplit la salle de bain, les propriétés désinfectantes de l'eucalyptus commencent à agir. Elles détruisent les bactéries, éliminent les moisissures qui peuvent se développer entre les carreaux ou derrière les toilettes et réduisent l'humidité ambiante, qui favorise les mauvaises odeurs et les micro-organismes. En plus, l'arôme naturel de l'eucalyptus embaume la salle de bain de façon douce et durable. Rien à voir avec ces désodorisants artificiels qui masquent à peine le problème. Ici, on purifie réellement l'air, on réduit l'humidité et on crée un environnement frais, relaxant et sain. Certaines grand-mères allaient encore plus loin, et après la séance de vapeur, passaient un chiffon propre et sec sur les surfaces pour retirer l'humidité résiduelle et laisser tout sec et brillant. D'autres conseils consistaient à bien aérer la pièce après la séance pour renouveler l'air et éviter l'accumulation d'humidité. Cette méthode naturelle aide aussi à prévenir l'apparition de moisissures sur les murs et les plafonds, car l'eucalyptus possède un effet fongicide qui combat les spores installés dans les zones humides. Et si tu n'as pas de feuilles fraîches, tu peux utiliser des branches séchées ou même quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans l'eau bouillante pour obtenir un effet similaire. Mais rien ne vaut l'expérience authentique des feuilles naturelles. En résumé, ce simple rituel de vapeur d'eau et d'eucalyptus est un moyen écologique, économique et ultra efficace de garder la salle de bain propre, désinfectée, sans humidité et avec une odeur de vraie propreté, loin des parfums artificiels. C'est l'un de ces secrets de grand-mère qu'il vaut la peine de remettre en pratique aujourd'hui, car en plus de protéger ta santé, il prend soin de ton intérieur et de ton portefeuille. Tentez d'essayer ? 10e, du pain dur pour ramasser les morceaux de verre cassés. C'est l'un de ces trucs qui paraissent si simples, si évidents une fois qu'on te les a expliqués, mais qui peuvent vraiment t'éviter un bon coup de stress ou même une blessure sérieuse en cas d'urgence. Qui n'a jamais connu ce moment où un verre, une bouteille ou un miroir se casse et ou même après avoir passé le balai ou l'aspirateur, il reste toujours des micro-fragments invisibles coincés dans les tapis, entre les lames du parquet ou dans les recoins difficiles. Ces petits morceaux invisibles qui semblent avoir disparu mais qui peuvent couper la peau si l'on n'y prend pas garde. Eh bien, les grand-mères avaient une méthode infaillible et naturelle pour éviter ce danger, utiliser du pain rassis. Oui, ce pain sec que l'on oublie souvent dans le placard, devenu dur comme de la pierre et que plus personne ne veut manger. Mais c'est justement cette dureté et cette texture poreuse qui font son efficacité. Quand on le frotte doucement sur la zone où le verre s'est brisé, ce pain agit comme une éponge souple mais efficace. Les petits éclats se collent à la mie et restent piégés, sans se disperser. Ce qu'elle faisait, c'était prendre un morceau de pain dur, cela pouvait être un vieux quignon de baguette, un petit pain sec ou n'importe quel pain à mie compact et le passer délicatement mais fermement sur toute la zone concernée. Il ne s'agissait pas d'écraser le verre, mais de le capturer. Et la texture sèche et légèrement rugueuse du pain facilitait l'adhérence des petits fragments sans rayer ni abîmer le sol ou le tapis. Après avoir passé le pain sur toute la zone, la mie se retrouvait remplie de ces éclats, qu'on pouvait jeter sans risque à la poubelle, bien enveloppés pour éviter que quelqu'un ne s'y blesse. Et le sol ou le tapis restait bien plus propre et sûr, sans risque de marcher sur un éclat oublié. Cette astuce est particulièrement utile sur les sols en bois ou les tapis, où les balais et les aspirateurs n'atteignent pas toujours ou peuvent même pousser les morceaux plus loin sous les fibres. Elle est aussi idéale pour ramasser des éclats de verre sur des tables ou des plans de travail délicats, où l'on préfère éviter d'utiliser des ustensiles métalliques qui pourraient rayer la surface. Et en plus d'être efficace, utiliser du pain pour ramasser du verre brisé est rapide et économique. Pas besoin de produits spéciaux ni d'outils, juste ce morceau de pain que tu allais probablement jeter. Pendant que d'autres cherchent des ustensiles ou des accessoires coûteux, toi, tu règles le problème avec ce que tu as déjà sous la main. Certaines grand-mères recommandaient même de combiner cette méthode avec un passage final à l'éponge humide pour être sûr qu'il ne reste aucun éclat invisible, surtout dans les maisons où il y avait de jeunes enfants ou des animaux. C'est l'un de ces secrets de maison qui nous rappelle que, bien souvent, les solutions les plus simples et naturelles sont les meilleures. Alors la prochaine fois qu'un verre se brise, avant de paniquer ou de laisser le sol dangereux, attrape un morceau de pain rassis et passe-le sur la zone. Ta maison et tes pieds te diront merci. Et numéro 11, de l'eau avec de l'oignon pour éliminer les odeurs de peinture. Cette dernière astuce est l'une de celles que très peu de gens connaissent et qui peut pourtant éviter un vrai supplice invisible. Cette odeur insupportable et tenace qui reste après avoir repeint une pièce. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Cette odeur chimique, forte, qui semble s'incruster dans les murs, les meubles et même dans les vêtements qu'on porte. Les désodorisants classiques n'y font rien. Les purificateurs d'air peuvent être coûteux et ouvrir les fenêtres quand il fait froid ou qu'il pleut n'est pas toujours possible.
Eh bien, les grands-mères avaient leur solution naturelle, simple et très efficace, utiliser de l'oignon. Oui, de l'oignon. Celui qu'on évite pour ne pas pleurer mais qui, dans ce cas, devient ton meilleur allié contre les odeurs de peinture. Pourquoi ça marche? Parce que l'oignon a la capacité d'absorber les fortes odeurs grâce à ses composés soufrés qui, au contact de l'air saturé de solvant, neutralisent les molécules responsables des mauvaises odeurs. C'est un processus naturel, sans produits chimiques, sans parfums artificiels, juste de la pure absorption. La méthode est si simple qu'on a du mal à y croire. Il suffit de couper un oignon frais en 4 ou en grosses rondelles et de le déposer dans un bol d'eau propre. Pas besoin de trop l'éplucher ni de le couper finement. Plus la surface exposée est grande, mieux c'est. Ensuite, on place ce bol au centre ou dans un coin de la pièce fraîchement peinte et on le laisse agir pendant plusieurs heures, idéalement toute la nuit. Pendant que l'oignon travaille, son odeur naturelle se mélange à l'air et capture les molécules responsables de la forte odeur de peinture. En moins d'une journée, tu remarqueras que cette odeur désagréable s'est largement atténuée, presque disparue, et le mieux c'est qu'il ne reste aucune odeur d'oignon ni parfum étrange. C'est comme si l'air avait été entièrement purifié, naturellement et sans aucun danger pour la santé. De plus, cette astuce ne sert pas qu'aux peintures fraîches. Elle est aussi très utile pour éliminer les mauvaises odeurs dans les pièces enfumées, humides ou imprégnées d'odeurs d'animaux. Et le mieux, c'est que c'est totalement sûr, écologique et économique, car tu utilises simplement ce que tu as déjà dans ta cuisine. Certaines grand-mères variaient cette méthode, certaines ajoutaient un peu de vinaigre à l'eau pour renforcer l'effet absorbant, d'autres plaçaient l'oignon coupé dans un récipient ouvert, sans eau, pour qu'il absorbe directement les odeurs. Mais la version avec bol d'eau reste la plus pratique et la moins voyante dans la décoration. En résumé, si un jour tu repeins ta maison ou une pièce et que cette odeur persistante te rend folle, inutile de t'affoler ni d'ouvrir toutes les fenêtres. Essaie cette astuce de grand-mère avec de l'oignon et de l'eau, et tu verras qu'en quelques heures, ton intérieur redeviendra frais et agréable à vivre. Car la propreté ne se voit pas seulement, elle se ressent aussi dans l'air. Si ta maison ne sent pas le propre, ne brille pas et ne te donne pas cette sensation de foyer accueillant, ce n'est pas une question d'argent ou de femme de ménage. C'est peut-être simplement qu'on ne t'a jamais transmis ces secrets de grand-mère. Si au moins un de ces conseils t'a surpris, c'est qu'il est temps de l'essayer dès aujourd'hui.